Hello mes Carvilous et bienvenue dans un nouveau Vlog and Spoil, ce sera le deuxième. Le temps passe tellement vite, j'ai cru que le premier ne datait que de 2 ou 3 mois et en fait il date de bien plus. Donc il est temps de faire un nouveau Vlog and Spoil. Et cette fois-ci, je vais vous présenter Mauvais Augure que j'ai lu pour vous et dont je vais vous parler bien évidemment dans cette vidéo. Alors pour rappel, le Vlog and Spoil se déroule en 3 parties. Dans la première partie, je vais être très factuel sur le livre. Vous allez découvrir en fait le livre comme si vous étiez un lecteur qui passait dans une librairie. Ensuite, vous aurez la partie vlog où vous allez voir que je vais le lire, où je vais vous en parler assez spontanément durant ma lecture. Attention, quelques spoilers sont possibles à ce moment-là. Et puis je vais revenir en troisième partie sur le livre et là je vais vous donner un avis beaucoup plus en profondeur et forcément vous spoiler pas mal de choses dans le livre puisque je vais vous parler des personnages, de leur évolution, je vais vous donner mon avis évidemment sur le livre, sur ce qui s'est passé, sur les rebondissements et donc là on va être en mode totally spoil. Donc suivant ce que vous aimez, bien évidemment je vais vous mettre sous la vidéo le petit minutage de manière à vous éviter la partie totally spoil si jamais vous ne voulez pas voir ça. Et en attendant, on est parti pour parler de Mauvais Augure de Lizzie Meyer. Myers? Je sais jamais comment on dit. Alors bien évidemment, la couverture est très attractive. Vous avez vu, c'est très sympa. Je l'ai en format relié. On va voir à l'intérieur qu'il est effectivement très beau. Vous allez voir le déballage du livre en direct, ou presque. Bref, c'est plutôt un bel objet que j'ai entre les mains. Encore une fois, un grand merci aux filles du campus d'écriture de février qui me l'ont acheté. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui a été écrit par Lizzie Meyers et qui est publié aux éditions Corrigan. Au niveau des prix pour ce livre, on est à 25,90 € pour le relié. On tombe pour le brochet à 19,90 € et l'e-book est à 9,99 €. Le livre fait 366 pages. Si je dois résumer ce livre en quelques mots-clés, je vous dirais France, 16e siècle, science ou sorcellerie, Robin des Bois et banditisme. Bien évidemment, tout de suite on se dit, bon du coup c'est un one-shot ou pas? Eh bien non, ce n'est pas un one-shot. Voilà, encore une fois je vais être frustrée parce que je n'ai pas la suite. Il y aura 2 tomes, c'est donc une duologie qui vous est proposée et le deuxième tome sortira le 10 octobre 2025. Et on va commencer bien évidemment par lire la 4e de couverture. Occitanie, 16e siècle. Sur les rives du Tarn, la vie de la jeune Azalaïs est paisible. Libre et avide de savoir, elle grandit avec sa grand-mère qui encourage son instruction et sa curiosité. Pourtant, ce qui menace toutes les femmes savantes de l'époque frappe sa famille de plein fouet. Une accusation de sorcellerie et un déferlement de haine. Azalaïs n'a d'autre choix que de fuir et de reconstruire une vie ailleurs, brique par brique. Et voilà qu'au hasard d'une ruelle, une rencontre en dessine la trajectoire. Celle d'un voleur au charisme envoûtant. Elle découvre alors un nouveau monde et petit à petit, y forge sa légende. Dans l'univers du banditisme toutefois, il convient de garder son pouvoir et ses faiblesses secrets, sous peine de voir sa carapace percée. Azalaïs est-elle prête à cela? Est-elle capable de trouver l'équilibre entre érudition et sentiment? Mais surtout, se doute-t-elle qu'il existe des secrets encore plus sombres que le sien? Chasse aux sorcières ou sorcières en chasse? Alors je vais vous parler maintenant un petit peu des personnages principaux, en commençant bien sûr par Azalaïs qui est l'héroïne de ce roman. Azalaïs c'est une jeune femme plutôt cartésienne, assez téméraire, en tout cas qui ne manque pas de courage. Elle est indépendante pour son époque, elle est cultivée, elle ne se laisse pas mener en bateau par les hommes et elle ne veut pas que ces mêmes hommes dirigent sa vie. Quand je parle de témérité, attention, ce n'est pas non plus une tête brûlée parce que ce n'est pas une héroïne badass, ce n'est pas quelqu'un qui va mettre sa vie en danger pour rien. Azalaïs porte en elle un traumatisme assez important que l'on découvre dès les premières pages du roman, qui est en fait la mort de sa grand-mère dans des circonstances dramatiques puisque cette grand-mère a été accusée de sorcellerie et a été pendue. Derrière, elle va vivre une période très difficile parce qu'elle est très jeune et elle va avoir une adolescence assez instable. Ce qu'on peut dire d'Azalaïs, c'est que dans l'ensemble, elle refuse la misère humaine et surtout le déterminisme social. Parlons maintenant du bâtonnier qui est au départ peut-être une figure qui semble être antagoniste à Azalaïs, mais l'ennemi Stolover fonctionne parfois tellement bien, surtout en slow burn. Le bâtonnier, c'est un brigand, un voleur redoutable qui a une sacrée renommée déjà en ville. Petite précision au niveau des villes, l'intrigue se déroule entre Tolosa et Montalba, c'est-à-dire entre notre Toulouse actuelle et Montauban. Le bâtonnier, c'est pas seulement un voleur, c'est aussi un assassin. C'est quelqu'un d'extrêmement dangereux qui va mettre plusieurs fois en péril la vie d'Azalaïs. Et pour moi, c'est un personnage qui est plutôt toxique. C'est un personnage sombre, mais qui est fascinant, parce que déjà, il a beaucoup de charisme, et surtout parce qu'il est extrêmement habile dans ce qu'il fait. Aussi bien lorsqu'il va tuer quelqu'un, que lorsqu'il va détrousser des passants qui passent. Des passants qui passent, vraiment.
Cependant, vous verrez, c'est quelqu'un d'intelligent qui est aussi capable d'évoluer. Parlons maintenant des autres personnages qui gravitent autour d'Azalaïs et du bâtonnier. Je vais d'abord vous parler d'Hugolin. Hugolin, c'est une figure incontournable, c'est un vieux monsieur qui est un peu le fou du village au départ, mais c'est lui qui va sauver la vie d'Azalaïs lorsque sa grand-mère va être pendue. Il va devenir une sorte de père de substitution pour elle, et ils vont rester ensemble durant tout le livre. Hugolin, il est un petit peu spécial parce que moi je le comparerais bien à une espèce de Léonard de Vinci à la française. C'est un ingénieur un peu fou parfois, mais en tout cas quelqu'un d'extrêmement cultivé et qui aura toujours tendance à pousser Azalaïs à être indépendante et à prendre sa vie en main. Ça ne l'empêche pas de s'inquiéter extrêmement pour elle. Au quotidien, il se fait passer pour l'oncle d'Azalaïs. Comme on est dans le grand banditisme, bien sûr, on va vous parler des chefs de réseau. Alors dans les chefs de réseau, il y en a plusieurs. Il y a le vrai Charles que l'on voit beaucoup parce que, eh bien, c'est avec lui que Azalaïs a le plus souvent affaire. Mais il y a aussi la grande pécheresse. En fait, les chefs de réseau occupent chacun un quartier de la ville et le défendent bien évidemment bec et ongle. Selon les moments du livre, ils peuvent endosser plusieurs rôles. Ils peuvent être à la fois un appui nécessaire, tout comme un opposant assez coriace. Dans les personnages secondaires, et qui sont nécessaires à la bonne intrigue, on va parler aussi du bailli, particulièrement du bailli de Toulouse, qui aura un rôle à jouer dans ce livre. Pour information, donc un bailli, c'est celui qui va gérer en fait la ville et qui va donner des sueurs froides à Azalaïs et au bâtonnier, parce que bien évidemment, dès qu'on parle de sorcellerie, eh bien on fait appel au bailli pour mettre en place la justice nécessaire. Alors il reste deux personnages dont j'aimerais vous parler. D'abord de Tristan, qui est un personnage fort surprenant qui apparaît environ vers la moitié du livre. Et c'est un petit peu l'opposé, on va dire, du bâtonnier. C'est un parfait gentilhomme, c'est quelqu'un de très intelligent, d'instruit. Et ça fait du bien parce que on est quand même dans un livre où on voit quand même généralement les bas-fonds de la société, ce qui veut dire des personnes pas forcément très instruites. Et du coup, Azalaïs forcément fait figure d'exception en fait dans cette communauté avec Hugolin. Donc ça fait du bien de voir qu'il y a aussi autour d'eux d'autres personnes qui croient en fait en la science, qui croient effectivement en l'éducation, etc. À la lecture, vous découvrirez que Tristan est un personnage assez attachant et très humain. Et puis je ne peux pas passer outre mon envie de vous parler de Monsieur le Comte, qui n'est pas du tout un être humain, mais qui est une corneille d'une stature imposante, une corneille qui n'est pas comme les autres, et c'est là où on peut se demander quelle est la part d'éducation et la part de sorcellerie qui lie cet étrange volatile à Azalaïs. Maintenant, je vous laisse avec le vlog de lecture. Alors, Mauvais augure de Lizzie Myers, regardez, en plus avec le soleil, je peux le faire briller. Ce livre est absolument magnifique, vous l'avez vu au déballage, je ne vais pas vous le remontrer maintenant, il est vraiment très très chouette. Donc j'attends de voir comment fonctionne la sorcellerie dans ce bouquin-là. J'avoue que j'ai quelques attentes. J'ai une attente forcément d'explication de magie. J'ai une attente aussi de voir la vie quotidienne de la sorcière une fois qu'elle va s'être échappée en fait de cette chasse aux sorcières au départ. Je suis intéressée par le fait dans quel banditisme est-ce qu'elle va tomber. Donc ça me paraît plutôt assez sympa. Alors, petit retour, j'attaque le chapitre 3. Le début est plutôt chouette. En plus, ce qui est assez appréciable, c'est que l'auteur, en fait, peut changer de point de vue assez facilement. Le démarrage est à la première personne, donc c'est une scène d'action qui nous plonge immédiatement dans un drame. C'est judicieux d'avoir choisi la première personne parce qu'en fait, du coup, l'implication émotionnelle du lecteur est, à mon avis, encore plus forte que si l'auteur était resté la troisième personne. Après, on attaque des chapitres qui sont à la troisième personne, mais avec des points de vue, en fait, qui vont être assez différents. Et c'est plutôt intéressant parce que dans un même chapitre, il peut y avoir plusieurs scènes avec la description à peu près de la même chose, mais un point de vue différent. Et c'est plutôt bien mené. Du coup, au passage, le thé que je me suis fait est vraiment super bon. Je voulais aussi vous dire qu'il y a quand même un avertissement au départ. Alors, je me posais la question, roman fantasy ou quoi? En fait, pas du tout. Au départ, il est signaté que ce roman est un ouvrage de fantasy adulte, qui contient des scènes susceptibles de heurter la sensibilité de certains lecteurs. Et après, il détaille. Et comme je ne veux pas vous spoiler, parce que je n'aime pas trop les trigger warnings moi-même, je ne vous détaille pas ce qu'il y a dedans. Mais donc ça veut dire que je suis bien sur un livre de fantasy adulte et c'est ce que je cherchais, donc je suis plutôt contente. Là où on voit aussi que c'est un livre fantasy plutôt adulte, c'est que non seulement il y a souvent en épigraphe des références
à des situations historiques, donc des choses qui se sont réellement déroulées dans notre histoire. Mais aussi, il y a l'utilisation d'un vocabulaire assez spécifique, assez pointu, par rapport à la noblesse, par rapport aux paysans, etc. Avec donc des notes en bas de page, et donc ça c'est aussi assez révélateur d'un livre plutôt fantasy adulte. Petit point lecture de mauvais augure. Alors j'ai dépassé la 100e page, je suis page 106, ce qui fait que j'approche petit à petit du premier tiers du livre, puisqu'il y a 366 pages. Et franchement, la lecture est vraiment agréable et plaisante. Je trouve que la construction narrative est intéressante. On n'a pas trop de... plein de souvenirs, plein de choses comme ça. Et à chaque fois qu'on a effectivement des retours en arrière, c'est toujours pertinent et ça permet de mettre en exergue en fait la situation présente. Donc c'est vraiment bien pensé. On est vraiment sur de la fantaisie adulte. Alors c'est pas quelque chose pour l'instant qui correspondrait genre à de la high fantasy en mode avec beaucoup de complots, beaucoup de complexité, un monde extrêmement riche, parce que déjà on est dans notre monde, pas dans notre siècle, hein, puisque ça se passe au XVIe siècle. Mais franchement l'univers est quand même intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dès le départ on parle bien sûr de sorcellerie, mais finalement c'est assez peu présent. Je trouve que pour l'instant, le thème abordé est plus la condition féminine et la place de l'apprentissage pour les jeunes femmes de l'époque, tout particulièrement quand elles sont de basse extraction. Donc franchement, c'est très intéressant de ce côté-là. Par rapport à la plume de l'auteur, j'ai absolument rien à dire, ça se lit très bien. Les personnages, là, au moment où je vous parle, sont quand même déjà bien en place. Je trouve qu'on arrive bien à les comprendre tous, on voit bien quel est le rôle de chacun. Je ne dis pas qu'on n'aura pas des surprises, parce que certains d'entre eux me semblent quand même assez gris. Mais pour l'instant, franchement, c'est une très bonne lecture et un très bon moment que je passe. Ce que j'espère, c'est qu'on va parler un petit peu plus de sorcellerie tout de même, puisque ça a été vendu un petit peu quand même dans cet axe-là. Donc j'espère que la 4e de couverture ne m'induit pas en erreur. Alors, petite update lecture sur Mauvais Augure. Je suis à moins de 100 pages de la fin et tout d'un coup je me dis... il y a encore beaucoup trop de possibilités. Putain, à tous les coups, c'est un tome 1. Est-ce que ça m'énerve? Oui. Voilà, parce que j'espérais que c'était un one-shot. Voilà. Encore une saga de commencer. Super, on adore. Cependant, je dois dire que c'est vraiment très intéressant. La structure narrative est vraiment bien foutue. Il n'y a pas de temps mort. Il se passe tout le temps quelque chose. Et je trouve vraiment que les personnages sont bien foutus et assez intéressants. J'aurai plein de trucs à vous dire, je pense, pendant le vlog and spoil. Donc en attendant, il doit me rester peut-être 60-70 pages à lire, donc j'y retourne. Parce que là, je suis en pause après-midi, après il faut que je me remette au boulot. Alors maintenant, bien évidemment, dans cette 3e partie, je vais vous donner mon avis et je vais parfois m'appuyer sur ce qui se passe dans le livre pour argumenter cet avis. Tout d'abord, j'ai passé un très bon moment de lecture. C'est une lecture que je vais recommander autour de moi parce qu'il y a beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements. Il n'y a pas un seul moment où je me suis ennuyée et la plume de l'auteur est précise, agréable et elle nous emporte vraiment dans l'univers du sud de la France au XVIe siècle. J'ai trouvé aussi que la romance se développait bien et ne prenait pas trop le pas sur l'ensemble de l'intrigue et vous savez que c'est quelque chose qui est important pour moi. Cette romance, elle est d'autant plus intéressante que, bien évidemment, si la jeune Azalaïs se laisse facilement emporter vers ce premier amour que représente le bâtonnier, parce que c'est le bad guy par excellence, il s'avère qu'elle comprend assez rapidement que le bâtonnier a des zones d'ombre assez importantes et que c'est quelqu'un qui peut être toxique pour elle, voire extrêmement dangereux. Cependant, leur lien va évoluer, s'affirmer, malgré une rupture qui est consommée, on va dire, hein, voilà. Il n'empêche qu'on voit bien qu'elle a quand même du mal à passer à autre chose. Et ce qui rend cette romance extrêmement intéressante, c'est l'arrivée de Tristan. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on ait une forme de triangle amoureux qui se mette en place. Et là où des fois ce triangle amoureux me saoule un peu sur certains romans parce qu'il ne sert pas à grand chose, si ce n'est à prouver à l'héroïne qu'elle est bien amoureuse du premier mec qu'elle a connu et pas de ce mec qui vient d'arriver, eh bien là ce n'est pas le cas. Là, Tristan remet véritablement en perspective ce qu'est l'amour, ce que sont les sentiments, ce qu'est aussi une vie
normale, une vie classique, où on rencontre quelqu'un, où on l'aime, où on peut l'épouser, où on peut avoir une vie de famille, toutes ces choses qui finalement échappent à Azalaïs de par son statut de bandit et de pseudo-sorcière aussi. Bref, loin de rendre le livre pesant, l'arrivée de Tristan en fait est plutôt vivifiante dans cette partie du livre, en deuxième partie du livre, et la fin amène un nouvel éclairage encore sur ce personnage qui est en fait beaucoup plus complexe et beaucoup plus impliqué que l'on ne croit dans l'histoire. Au tout début du livre, j'ai lu les trigger warnings, chose que je n'aime pas faire parce que de base je me sens pas concernée spécialement par les trigger warnings, mais je les ai lus pour voir un petit peu ce qu'ils disaient, et pour moi, il n'y a aucune raison de mettre des trigger warnings sur ce genre de livre. On reste totalement dans les clous de ce qui se passait à l'époque. On ne peut pas ouvrir un livre qui parle de chasse aux sorcières et de sorcellerie en espérant qu'il n'y ait pas de pendaison, qu'il n'y ait pas de femmes tuées, qu'il n'y ait pas d'hommes un peu graveleux parce qu'on est au XVIe siècle et que effectivement, attraper la nana qui court dans les champs, ça peut se faire. Je veux dire, au bout d'un moment, vous savez, vous lecteurs, ce que vous lisez. Vous savez en lisant la 4e de couverture ce qui vous attend. Donc les trigger warnings pour moi étaient totalement inutiles, surtout que franchement les descriptions restent très soft et il n'y a pas de passage hyper choquant. Alors je vais revenir un petit peu sur le genre du livre parce que quand on regarde donc le tome 1 de Mauvais Augure dont le sous-titre est Le Prix de la haine, on peut parfois se poser la question de à quel genre précisément est-ce que ce livre appartient. Pour moi, on est sur de la fantaisie, c'est une évidence, mais on est sur une fantaisie adulte. Ce n'est pas une romantaisie. Il peut tout à fait y avoir une fantaisie avec une histoire d'amour à l'intérieur, mais ce n'est pas le propos principal du livre. Les personnages sont adultes, puisque Azalaïs a 22 ans, le bâtonnier est encore plus vieux qu'elle, donc on est bien sur de la fantaisie adulte, on n'est pas sur de young adulte. Et on a des thématiques qui sont extrêmement modernes par rapport au propos du livre, avec la place de la femme, avec la lutte des classes, avec le déterminisme social, avec la place qui est accordée à la science par rapport aux croyances, et bien sûr avec l'indépendance des femmes. Ce qui est assez bluffant, c'est qu'on comprend que ces thématiques sont toujours d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il est difficile de s'extraire de sa classe sociale de naissance pour s'élever. Aujourd'hui encore, il y a énormément d'hommes et de femmes qui sont bridés par leurs croyances et même qui refusent certains aspects de la science. Aujourd'hui encore, il y a toujours des femmes qui sont sous le joug d'un homme et qui n'ont pas la liberté qu'elles devraient. Et enfin, même dans notre société extrêmement technologique aujourd'hui, où la science a forcément une grande place, eh bien, nul doute que les religions et les croyances sont encore très présentes. Donc toutes ces thématiques font que pour moi, on est bien sur une fantaisie adulte. Je vais vous donner maintenant mon avis sur le texte et la structure narrative en particulier, d'autant plus que j'ai discuté avec l'une d'entre vous il y a peu de temps qui m'avait dit s'être ennuyée et parce qu'elle n'avait pas du tout apprécié la façon dont le roman avait été écrit. Pour vous expliquer, le roman est écrit avec des chapitres au passé qui nous font découvrir le passage entre l'enfance et l'adolescence d'Azalaïs, donc le moment difficile avec Hugolin quand ils sont sur les routes, le moment où ils arrivent à s'établir en ville mais dans les bas-fonds où c'est difficile pour eux, le moment où elle manque aussi, elle, de finir typiquement dans un bordel, parce que à son âge, une façon facile de gagner de l'argent, ça aurait été celle-ci, jusqu'au moment où elle va rencontrer le bâtonnier et nouer des liens avec le banditisme local. Et puis on a des chapitres donc qui sont au présent, où là on retrouve Azalaïs qui a 22 ans, qui est une figure du banditisme, qui d'ailleurs se travestit, personne ne sait que c'est une femme, bien évidemment, et qui, entre ses capacités propres, son intelligence et les inventions géniales d'Hugolin, eh bien, tient la dragée haute à énormément d'hommes autour d'elle. Et moi, j'ai trouvé que cette construction, elle était très intéressante, parce qu'elle permet de mettre en relief justement le présent par rapport à tout ce qu'a vécu Azalaïs, sans plomber le récit d'un background hyper lourd qui serait distribué sous forme de flashback par exemple, et qui n'apporterait pas toute la finesse et peut-être toute l'émotion qu'on peut ressentir dans des chapitres qui sont entièrement dédiés au passé d'Azalaïs. Et puis très souvent, ces chapitres du passé font écho au chapitre suivant et éclairent en fait le chapitre présent sous un jour qu'on aurait peut-être mal perçu ou pas du tout perçu si on n'avait pas eu cette explication précédemment. On comprend mieux du coup le trauma d'Azalaïs qui voit sa grand-mère mourir sous ses yeux. On comprend mieux aussi la relation très profonde qu'elle a nouée avec Hugolin, qui est devenu un peu son père de substitution, qui se fait passer pour son oncle aux yeux des autres et qui va la protéger de tout ce qu'il va pouvoir. On perçoit mieux aussi que l'errance qu'elle vit pendant plusieurs années avec lui est aussi un traumatisme qui va la pousser à aider les autres pour que eux ne connaissent pas cette misère.
Et puis enfin, on comprend pourquoi elle est devenue aussi débrouillarde et pourquoi elle tombe dans le banditisme, parce qu'effectivement, elle a l'intelligence suffisante, on va dire, pour apprendre de nouvelles choses, et c'est une autodidacte. Et puis moi, de mon côté, j'ai trouvé quand même que c'était un récit qui était assez touchant d'humanité, parce que tout ce que fait Azalaïs, elle ne le fait pas pour elle, elle le fait pour sa communauté, et sa communauté, ce n'est pas la communauté des bandits, c'est la communauté des gens qu'elle a pris sous son aile, sous l'aile de la corneille, sous cette aile qui fait peur à certains, et qu'elle aide au quotidien, eh bien, à survivre dans une ville qui les a oubliés. Azalaïs, en fait, est un petit peu le pilier de toute une communauté de miséreux qui réussissent pourtant à travailler et à reconstruire une structure sociale grâce à elle. Et c'est ça, bien évidemment, qui va énormément déplaire aux baillis. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce projet de vie que Azalaïs bâtit, en fait, par rapport aux autres, elle va aussi réussir à faire changer des voleurs aguerris, des bandits aguerris qui, à son contact, vont se mettre à réfléchir un peu différemment et vont prendre certaines décisions qui ne rentrent plus dans le stéréotype, en fait, du voleur ou du bandit ou de l'assassin. Enfin, vous avez compris. Et enfin, pour conclure, je dirais que ce qui rend Azalaïs très intéressante, c'est que ce n'est pas une héroïne parfaite. Elle porte en elle une haine monstrueuse parce que justement, ce qu'elle a vu quand elle était jeune et que sa grand-mère a été pendue, eh bien ça ressort régulièrement. Et c'est ça qui fait qu'elle aussi, c'est une tueuse farouche et que c'est quelqu'un de dangereux en fait. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est très intéressant sur ce personnage. C'est à la fois son humanité, sa bonté, le fait qu'elle est capable de s'intéresser sincèrement aux autres, de les aider. Elle pratique d'ailleurs la médecine, et une médecine qui est proche aux yeux des autres de la sorcellerie, alors que juste elle maîtrise en fait les plantes à la perfection. Mais elle est aussi capable de donner la mort avec une efficacité redoutable. Pour conclure, je dirais cependant que c'est pas un coup de cœur ce livre pour autant, parce que j'ai été un peu déçue par rapport à la 4e de couverture. La 4e de couverture met en avant la sorcellerie, met en avant le fait que c'est une jeune sorcière qui est pourchassée, qu'elle va donc faire ses armes elle-même, qu'elle va donc pratiquer cette sorcellerie. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on voit pour l'instant dans le livre. La sorcellerie dans le livre, elle est effleurée avec la grand-mère, la mametta, mais on se demande si véritablement c'est de la sorcellerie ou uniquement de la bonne connaissance de l'herboristerie. Ensuite, quand Azalaïs est adulte, enfin adolescente et adulte, et que Hugolin crée pour elle des systèmes pour la garder en vie, il va créer des plastrons qui se déplient, etc. Enfin, je veux dire, c'est Bioman avant l'heure. Là non plus, c'est de la technologie, ce n'est pas de la sorcellerie, même si aux yeux des autres, cela semble être de la sorcellerie. Et c'est la question qui est intéressante à traiter, c'est jusqu'à quel point est-ce que ce qu'on ne comprend pas fait peur et donc est assimilé à de la sorcellerie. Parallèlement à tout ça, Azalaïs monte aussi un commerce, elle monte une herboristerie, elle fait en sorte d'avoir un endroit où elle peut soigner les gens. En tant que femme, elle ne peut pas exercer elle-même ce métier, d'où l'arrivée de Tristan qui est en fait une espèce d'homme de paille. Bon, pas si homme de paille que ça, parce qu'en fait, il a une maîtrise, lui aussi, de la médecine qui est absolument géniale. Mais il n'empêche que, là aussi, les gens sont surpris par le fait qu'elle arrive à les guérir, etc. Mais on n'est pas, pour moi, non plus sur de la sorcellerie. D'ailleurs, à aucun moment, on dit que Azalaïs crée des potions ou lance des sorts. C'est pas du tout le propos du livre. Donc, arrivé aux 2/3 du livre, j'avoue que moi j'étais un peu perdue de ce côté-là en me disant en fait on me parle de sorcellerie, on me parle de chasse aux sorcières, mais je voyais pas trop où on voulait en venir, si ce n'est que oui, de temps en temps, une femme est noyée ou pendue parce qu'elle est accusée de sorcellerie de façon très injuste à chaque fois. In fine, la sorcellerie va se révéler vraiment dans le dernier tiers du roman par un autre personnage, en fait, par une véritable sorcière qui là est vraiment qualifiée en tant que sorcière et qui pratique vraiment devant les yeux des lecteurs de la sorcellerie. Et là, on raccroche un petit peu effectivement à la sorcellerie sur la fin du roman. Alors je sais qu'il y a un tome 2, je suppose que dans le tome 2, on va parler beaucoup plus de sorciers, de sorcellerie, de sorts, de potions magiques et de je ne sais quoi. Mais il n'empêche que j'ai été un petit peu déstabilisée sur le tome 1 qu'on en parle si peu. Et c'est pour ça que je vais pas dire que c'est un coup de cœur, parce que le fait que j'ai pas tout à fait raccroché avec ce qu'on m'avait promis, il y a une différence là qui m'a laissé un petit peu sur ma faim.
Cependant, si je me mets du côté de l'éditeur, je comprends tout à fait que la 4e ne corresponde pas tout à fait au premier tome, parce que si la sorcellerie prend un rôle important dans le tome 2, il est évident qu'il faut en parler dès le tome 1 pour que les personnes que cela intéresse puissent acquérir le tome 1 et se diriger ensuite vers le tome 2. C'est du marketing et je le comprends complètement. Il n'empêche que moi, ça m'a un petit peu déstabilisé, où je me suis dit, bah ouais, où sont les sorciers quoi? J'étais un peu en mode, sorcière vraiment, je ne sais pas. Voilà, c'est la fin du vlog and spoil sur Mauvais Augure de Lizzie Meyers. J'espère que ce format vous a plu, j'espère que vous êtes peut-être resté jusqu'au bout, que le spoil de la fin ne vous ennuie pas. J'aimerais beaucoup savoir si vous avez lu ce livre et ce que vous en avez pensé, tout particulièrement par rapport à ces chapitres présents, passés qui alternent. Est-ce que ça vous a dérangé vous aussi dans la lecture, ou est-ce que comme moi vous avez trouvé ça plutôt enrichissant avec du coup un angle de lecture nouveau et plutôt intéressant? Et puis est-ce que comme moi vous avez eu l'impression d'être un petit peu trahi, le mot est un peu fort, hein, par la 4e de couverture qui annonce de la sorcellerie là où on en trouve finalement que vers la fin du roman. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas lu Mauvais Augure, je vous le conseille parce que la plume est vraiment très chouette, l'histoire aussi, et je ne doute pas que le personnage d'Azalaïs saura vous toucher et que vous l'aimerez beaucoup in fine. Sur ce, je vous laisse et comme toujours, je vous dis bisous, bye. Intrigues nous ravissent encore.